Est-ce le mal du siècle et menace-t-il en premier lieu nos enfants, l'addiction aux écrans, smartphones, tablettes, consoles de jeux vidéo? Est-ce que vos ados aussi ont les yeux rivés toute la journée sur leur rectangle de lumière bleue? Est-ce que vos plus petits réclament à corps et surtout à cri leurs dessins animés journaliers ou hebdomadaires? Est-ce que vous ne seriez pas un très mauvais exemple en la matière? Écran tous accros, c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui dans Parlons-en pour dresser un constat d'abord de l'état de la pathologie et surtout savoir s'il existe des solutions ou si ça n'est pas trop tard et quels en sont déjà peut-être les effets sur nos corps, sur nos cerveaux, sur notre sociabilité. Avec moi sur ce plateau, Karine Deleuze, bonjour. Bonjour Merci Pauline. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, cyberaddictologue, autrice de Sous-écran total qui est sorti il y a quelques mois aux éditions du Net. Et puis avec nous depuis Rennes, Séverine Herel. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour, je vous entends bien. Vous êtes maîtresse de conférences en psychologie cognitive et ergonomie à l'Université de Rennes 2. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à cette discussion. On va essayer d'abord de faire le point de façon pédagogique pour bien comprendre de quoi on parle et en débattre ensuite. Karine Deleuze, d'abord, question peut-être bête, c'est quoi un écran ? Un écran, c'est un téléphone, une tablette, c'est Est-ce qu'on met la un télévision dans les ordinateur. écrans ? Alors, oui, par définition, mais en fait, ça ne donne pas du tout la même conséquence, parce que la télévision, on peut le regarder en collectif, alors que l'écran, c'est à l'individuel. Séverine Herel, vous êtes d'accord avec cette définition ? J'ai été sidérée en lisant, en préparant cette émission par le nombre d'écrans en moyenne dans les foyers en France. C'est une dizaine d'écrans par foyer. C'est sidérant. Oui, alors moi, en fait, je vais faire un pas de côté par rapport à cette histoire d'écran, parce que pour moi, l'écran, c'est une sorte de fourre-tout où on peut mettre un petit peu tout. Ce qui est intéressant pour moi, c'est pas tellement les écrans, c'est plus en fait les pratiques et les activités d'une population donnée dans un contexte situé. Et ça, je trouve que c'est important pour remonter la qualité des débats aujourd'hui, parce qu'on voit bien que en fait, la question des écrans, on essaye de tout englober et ça perd finalement en fait son sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les jeunes utilisent les réseaux sociaux, quelles sont les bonnes pratiques qu'ils ont avec, et quelles sont les mauvaises pratiques qu'ils ont avec. Alors c'est bien sûr ce dont on va parler, mais n'allons pas trop vite. Je voudrais qu'on cadre bien les choses. Pour commencer, sait-on combien de temps en moyenne un adulte ou un enfant, ici en France par exemple, passe devant un écran, disons au sens large, quotidiennement? Est-ce qu'on a une Alors, idée ? un enfant, ça dépend de quel âge. Cette semaine, j'ai entendu un adolescent qui passait les week-ends 12 heures sur l'écran. Après, en semaine, on dit qu'ils peuvent y passer 3-4 heures. La réalité, c'est qu'ils jouent le soir et ils jouent la nuit aussi, donc c'est beaucoup plus. Le problème de l'écran, c'est l'illimité. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un seuil à partir duquel ça pose problème? Est-ce qu'on peut se dire à 4 ans, 15 minutes par semaine, ça va, et si on dépasse cette limite-là, c'est plus possible? Alors moi, je pense que c'est vraiment la philosophie qu'on y met derrière, parce qu'il y a l'utilisation passive de l'écran et l'utilisation active. L'utilisation active, c'est quand on sait pourquoi on utilise son écran, c'est-à-dire voilà, je cherche une information, ou je décide de me divertir, ou je décide de faire un jeu ou de consulter un réseau social. Donc là, on a une intention et on sait pourquoi on l'utilise. Et ensuite, il y a l'utilisation passive qui est cette espèce d'hypotonie du bébé où on commence à se relâcher et à se biberonner comme ça, à défiler sur les réseaux sociaux jusqu'à plus sentir passer le temps. Et d'ailleurs, c'est la fonction des écrans, c'est un passe-temps pour la majorité, en tout cas, des personnes, des enfants, des adolescents. On a vu passer ce chiffre-là ces jours derniers, un peu plus de 3 heures, je crois, en moyenne par jour pour les jeunes, disons les adolescents ici en France. Séverine Herel, 3 heures, 3 heures, ça fait peur. On se demande, voilà, chez les jeunes âgés de 7 à 19 ans, vous, en soi, ces 3 heures-là ne vous effraient pas? Alors, en fait, déjà, je voulais revenir sur ce qui était dit avant. Les enfants, on va dire les moins de 3 ans, c'est 50 et quelques minutes selon une étude du BEH. À partir de 3 ans, c'est 1h15 d'écran. La recommandation de l'OMS, c'est 1 heure d'écran à 3 ans. Et jusqu'à 6 ans, normalement, c'est 2 heures d'écran. Donc, recommandé en fait par l'OMS.
Là, on voit que les ados, ils sont à 3h11 en moyenne par jour. Donc, de 7 ans jusqu'à 19 ans, il faudrait avoir en fait des éléments plus précis sur ce qui se passe exactement dans les différentes classes d'âge. Pour moi, c'est un usage qui est encore un peu trop élevé, mais pas aussi catastrophiste que ce qu'on peut entendre dans certaines enquêtes où on nous annonce du 6 heures, voire 8 heures d'écran par jour. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir en fait pas tant ce qu'ils font, le temps qu'ils passent devant l'écran, mais plutôt en fait ce qu'ils y font concrètement. Parce que s'ils se socialisent ou s'ils vont chercher des informations, c'est pas du temps en fait qui est complètement anodin et perdu en fait. Il y a des pratiques de recherche d'informations, il y a des pratiques de socialisation, il y a de la recherche de soutien à travers en fait l'usage du numérique. Donc c'est pas que simplement, on peut pas décréter que 3h11 c'est trop si on regarde pas en fait ce qu'ils font à l'intérieur. Avec bien sûr, et vous l'avez dit, la nécessité d'avoir une analyse fine en fonction des âges, parce que j'imagine bien qu'à 7 ans, si on est devant un écran et qu'on a accès à YouTube, on ne regarde pas les mêmes choses que si on a 19 ans. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite. Moi, j'aimerais bien savoir, Karine Deleusse, dans votre cabinet à Paris, Oui. vous voyez défiler des enfants Oui. avec leurs parents, qui Oui. j'imagine viennent vous voir parce qu'ils sont inquiets, Désespérés. du rapport de leurs enfants avec leurs écrans. Alors, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce qu'on vous raconte ? Alors, des situations terribles, des parents qui n'arrivent pas à récupérer l'écran, surtout en fait à l'âge de l'adolescence, parce que ce n'est plus un enfant, donc l'enfant est plus, surtout pour les garçons, ils sont plus corpulents. Il y a une difficulté au moment de dire tu me rends le téléphone parce que c'est l'heure. Ben non, encore un peu plus, un peu plus. Il y a une négociation jusqu'à plus d'heures. Et puis quand vraiment le parent veut récupérer l'écran, il y a de la violence qui peut s'installer. Donc j'entends des parents qui appellent la police, qui intervient pour mettre un peu d'ordre là-dedans. Des parents qui appellent la police? Oui, pour bien récupérer sûr, le téléphone de leurs parce enfants. qu'il y a de la violence, parce que le père essaye de récupérer le téléphone, l'ado devient violent, la mère s'en mêle, elle a peur, le grand frère arrive, il y a du bruit, les voisins appellent. Enfin, bon, là, je donne, c'est un cas, mais c'est pas un seul cas. Je veux dire, c'est plusieurs cas. Et pour les plus petits? Pour les plus petits, il y a des négociations encore. Les parents disent je suis harcelé. Parce qu'ils en veulent encore. Parce que ce que les enfants cherchent derrière l'utilisation de l'écran, parce qu'évidemment, on ne va pas remettre en question que l'écran, c'est bien, que c'est intéressant, c'est la modernité. Je veux dire, c'est comme l'électricité. Enfin, il n'est pas question aujourd'hui de revenir aux lampes à pétrole et aux bougies. Mais en même temps, c'est l'utilisation, en effet, qu'on va en faire et l'usage qu'on va en faire. Quand aujourd'hui, certains font la comparaison entre le rapport aux écrans et des comportements d'addiction comme avec le tabac, l'alcool ou les drogues en général, cette comparaison, elle vous paraît justifiée par endroits? Oui, elle est justifiée par... Séverine Erel qui hoche la tête. Je vous donne la parole dans un instant. Bon, moi, en tant que psychothérapeute, évidemment, ce que je vais cibler, c'est les angoisses de l'enfant et les angoisses de l'adolescent. Hein, on a affaire à une population qui est en transition, qui est en mutation, qui ont des angoisses de séparation, qui ont des angoisses de grandir, avec cette notion de monde, d'effort. Et puis l'écran arrive pour faire écran. C'est un écran entre le monde et eux. Donc, c'est plus facile que ça se passe sur un petit écran réduit dont ils ont les télécommandes et le monde vient à eux au lieu que eux aillent vers le monde avec des comportements de manque quand l'écran n'est plus là. Oui, et puis même d'angoisse concrètement. Qu'est-ce que demandent les enfants? Qu'est-ce que j'entends dans mon cabinet? Les enfants, ce qu'ils veulent, c'est absolument le téléphone dans la chambre à côté d'eux pour dormir. Les ados, ils veulent pas le rendre. Ils disent non, je l'utilise pas, mais je le veux à côté, dans une fonction doudou, dans une fonction d'accompagnement. Donc on est au-delà. Enfin, en effet, il y a le côté de l'utilisation, mais aussi qu'est-ce que ça vient penser, pour ne plus penser d'ailleurs aux angoisses. Séverine Erel? Alors, moi, je n'ai pas tout à fait la même vision, parce que votre vision, c'est une vision clinicienne. Donc, les gens qui viennent vous voir, c'est nécessairement des gens qui ont des problèmes de rapport par rapport au numérique. Moi, en fait, j'ai plus une approche qui s'appelle evidence-based, donc qui est basée en fait sur la preuve et qui reprend en fait des études. Pour moi, en fait, la question du numérique et des adolescents, c'est surtout une question de vulnérabilité. La période de l'adolescence, c'est une période vulnérable. Et pour certains qui sont sur les réseaux sociaux et qui vont être soumis à certains éléments en fait, de design, ça va créer des fragilités.
Après, la question de dire tous les ados ont des problèmes de rapport au numérique, pour moi, elle n'est pas nécessairement justifiée au regard des chiffres que j'ai, moi, sur les usages problématiques du numérique, qui ne sont pas généralisables à tous les ados, mais qui sont plutôt autour de 5 à 10% en fait, de la population française. Pour revenir sur la question de l'addiction aux écrans et de l'analogie avec les drogues. Pour moi, l'addiction aux écrans, elle n'est pas reconnue en fait dans les classifications de type CIM-11, donc la classification internationale des maladies définies par l'OMS. Elle n'est pas non plus reconnue en fait dans le DSM-5. Donc on parle d'addiction aux écrans. Pour moi encore, c'est un abus de langage. C'est un autre abus de langage quand on parle d'addiction aux écrans parce qu'au final, c'est beaucoup trop général en fait. On devrait éventuellement parler de troubles ou d'usage problématique du numérique ou d'usage problématique des réseaux sociaux, mais pas en fait d'addiction. Cette notion d'addiction, elle pose problème parce qu'elle crée une analogie avec les drogues qui est préjudiciable pour un enfant. Enfin, je veux dire, un enfant de 12 ans qui joue aux jeux vidéo, tout de suite, on va lui donner une étiquette en disant ce gamin est addict, c'est un addict aux jeux vidéo. Non, c'est peut-être un enfant qui a aussi un certain nombre de vulnérabilités et un certain nombre de problèmes et qui va en fait se distraire ses émotions négatives à travers l'usage du numérique. Donc moi, quand on dit l'écran fait écran, moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, en fait, c'est plus l'écran comme un symptôme, en fait, de la qualité de vie de l'enfant ou de la qualité de vie de l'adolescent ou de la qualité, en fait, de l'environnement. Si un adolescent se met à utiliser de manière excessive son téléphone, c'est-à-dire 12 heures par jour, là, clairement, est-ce que c'est un problème de dose? Réponse, est-ce que c'est un problème de temps? Non, pour moi, ce n'est pas un problème de temps. C'est très probablement qu'il se joue quelque chose à travers cet usage du numérique et que peut-être que cet adolescent rencontre des problématiques autour de l'anxiété, rencontre des problématiques autour de la dépression ou d'autres problématiques plus générales et familiales. Et ça, c'est important en fait, de le prendre en compte et de quitter cette notion de les écrans créent des problèmes. Les écrans, en fait, ne créent pour moi pas tellement des problèmes, mais c'est un endroit où en fait va se manifester un certain nombre de difficultés. Et c'est très bien montré dans les études du BEH, montre que quand on neutralise en fait cette question d'écran par rapport à certaines problématiques de l'enfant, quand on neutralise par exemple les inégalités de niveau en fait socio-économique des individus, et ben en fait cette question d'écran et la relation avec les problèmes va diminuer. Donc ça c'est important en fait, de dire et de ne pas rester ancré sur cette histoire de l'écran c'est le problème. L'écran c'est là où on va dire sans dire que l'écran est le problème, Séverine Errette, je ne sais pas si vous avez des ados chez vous, mais quand vous êtes face à face à votre ado qui passe l'intégralité de sa journée, dès qu'une discussion n'est pas engagée, à sortir son téléphone, à le regarder, à faire je ne sais quoi, à aller sur un réseau social, regarder une vidéo, etc., sans se dire « Ah, mon ado a un problème », pour le fonctionnement du groupe, rien que pour ça, c'est quand même, ça peut poser problème à énormément de parents. Ça peut poser problème, mais à un moment donné, il va falloir aussi comprendre qu'un adolescent, son orientation, c'est vers les pairs PAIRS et pas vers ses parents. On est à un stade de développement où, grosso modo, les ados vont privilégier en fait les relations sociales avec les autres adolescents. Donc, ils vont effectivement aller probablement plus sur les écrans, ils vont chatter avec plus d'ados de leur âge, et moins interagir avec les parents. Et ça fait partie en fait de leur développement normal. Si vos ados passent du temps à discuter avec leurs amis et qu'ils préfèrent parler avec leurs amis que de parler avec leurs parents, j'ai envie de dire, félicitations, vous avez un ado tout à fait normal. C'est qui vont bien. Karine Deleuze, est-ce que le portable aujourd'hui est l'équivalent de nos téléphones filaires il y a, ça va pas nous rajeunir, il y a une trentaine d'années, où on avait à l'autre bout de l'appartement notre parent qui nous disait « Est-ce que tu peux lâcher le téléphone 2 secondes, je voudrais passer un coup de fil ». C'est la même histoire ? Pas du tout. Puisque finalement, l'usage, l'intention évidemment c'est la même. On veut parler en effet avec ses amis, avec ses copains, on a besoin d'être en lien. Et en effet, le moment de l'adolescence, c'est le moment où on se sépare de ses parents et où on investit un autre groupe, puisqu'il faut bien aller faire sa vie ailleurs qu'à la maison. Là-dessus, on est d'accord.
Là-dessus, on est tous d'accord. Ensuite, le téléphone que l'on avait, nous étions limités. En tout cas, on nous le rappelait bien, parce que quand on dépassait... Par ailleurs, ça coûtait ça coûtait cher, voilà, exactement. Coûtait cher, c'est-à-dire que quand le parent arrivait avec la facture à la main, on comprenait bien et on s'y retrouvait. Le mois d'après, on pouvait pas... D'ailleurs, qui n'a pas vécu cette scène, effectivement, Voilà. du parent qui arrivait le facture à la main, en ayant stabiloté toutes les lignes. Exactement. Donc, aujourd'hui, le problème des écrans, c'est l'illimité. Parce qu'aujourd'hui, tout est illimité. Le flux est illimité, les forfaits sont illimités, le temps forcément est illimité. Et qu'est-ce que ça vient faire, l'illimité ? Je vais avoir une réponse de clinicienne, mais ça vient penser les angoisses de séparation, les choses qui s'arrêtent. C'est-à-dire que l'humain est marqué par ça quand même, par la peur de ce qui s'arrête, par le temps qui passe, pour l'enfant qui grandit par le sortir de l'enfance, rentrer dans l'adolescence, on est vraiment marqué par les séparations. Donc, quand on arrive avec un écran où tout est possible, où on n'a pas besoin de se séparer, et où on se dit, voilà, on peut scroller jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que mort s'en suive, il se passera toujours quelque chose dessus. Évidemment, on est rassuré de façon inconsciente sur cette notion de limite. D'autant que c'est ainsi qu'est pensée la machine. Je vais évoquer, mais je voudrais qu'on revienne dans un instant sur les conclusions du rapport, mais une des parties du rapport rendu à Emmanuel Macron qui m'a assez frappée, des experts, le rapport s'appelant La recherche du temps perdu sur le rapport des enfants aux écrans. Les experts écrivent, je les cite, nous avons été bousculés parce que nous avons vu des stratégies de captation de l'attention des enfants. Les biais cognitifs sont utilisés pour enfermer les enfants sur leurs écrans, les contrôler, les réengager, les monétiser. C'est une économie de la captation. Séverine Erel, c'est vrai qu'il y a quelque chose, on parlait du temps passé sur l'écran, mais du contenu de l'écran. Et là, les réseaux sociaux, les sites en général font tout pour que l'enfant, effectivement, ou l'adolescent, ou d'ailleurs nous, l'adulte, nous restions de plus en plus. Pour revenir sur la question de l'illimité. C'est un des points en fait que je trouve très favorable dans le rapport de la commission écran, c'est ce questionnement autour des designs prédateurs et en particulier des dark patterns. Expliquez-nous ce que sont les designs prédateurs. Donc les designs prédateurs, en fait, ce sont des éléments qui sont utilisés pour exploiter notre fonctionnement cognitif et pour faire en sorte en fait de servir les intérêts des entreprises et non les intérêts des individus. Donc clairement, en fait, quand on va sur les réseaux sociaux, pour moi, on joue à un jeu un peu injuste. C'est-à-dire qu'on y va avec les meilleures intentions, on y va pour socialiser, on y va pour rechercher de l'information. On y va aussi pour s'affirmer ou pour rechercher une communauté. Et on a des entreprises qui sont là pour faire de l'argent et qui sont là pour monétiser. Quand on est en fait face à ces designs-là, on n'a pas tous la même sensibilité. Et c'est là où je vais revenir à la question de la vulnérabilité des individus. On a des individus qui sont vulnérables. Les adolescents, ils sont dans une phase de leur vie, naturellement, où, en fait, ils ont plus de vulnérabilité. Par exemple, leur niveau de développement fait qu'ils sont plus vulnérables aux questions de stress. Mis en relation avec certains design prédateurs, notamment tous ceux qui jouent sur ce qu'on appelle le FOMO, donc c'est le Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer des événements qui pourraient impliquer des amis et déterminer des relations sociales, comme c'est sensible pour cette période. En fait, quand on les met en interaction dans ce contexte-là, ils sont plus à risque de développer des usages dérégulés du numérique. Donc, ça implique qu'en fait, aujourd'hui, la question du design des plateformes, elle est à repenser. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire et je trouve ça très bien que la Commission ait insisté là-dessus, commencer à éveiller les consciences à la fois au niveau européen, mettre en application correctement le DSA, et aussi à la fois auprès du public, pour qu'on commence à travailler tous ensemble. Je pense qu'il y a un vrai volet éducation média, tous ensemble à avoir une posture réflexive par rapport au fonctionnement des réseaux sociaux. Et pour ça, évidemment, il faut qu'on commence à savoir comment ils marchent. Et aussi, il faut qu'on arrive à avoir des études solides qui nous permettent de dire tel design pose un vrai problème à une partie de la population. L'éducation aux médias et au numérique, elle est essentielle et elle pêche, je parle de mon expérience, mes propres enfants, à l'âge qu'ils ont eu très peu d'éducation effectivement à comment bien naviguer, dans quel safe place ils peuvent naviguer. On y reviendra tout à l'heure. Sur ce dont on parlait à l'instant, Karine Delos, vu dans votre cabinet, est-ce que vous voyez des enfants et des parents qui sont désarmés et qui ont conscience qu'ils sont piégés d'une certaine façon par ces plateformes? Oui, complètement. De toute façon, la parentalité a changé de camp.
Hein, c'est-à-dire que c'est les parents. C'est-à-dire Les parents n'arrivent pas à faire loi, à faire règle. Et sur le contenu des réseaux sur lesquels ils se trouvent, des sites, est-ce que ces enfants vous disent je vois bien que ça s'auto-alimente en permanence et que je n'arrive pas à en sortir, quoi. Mais bien sûr, surtout qu'en plus dernièrement sur TikTok, ils ont sorti un bouton auto-scrolling. Donc c'est-à-dire que le seul effort qu'il y avait à faire, c'était de scroller. Maintenant, il n'y a plus besoin, on appuie sur un bouton, ça scrolle tout seul. Donc c'est encore plus passif en fait. Et bien sûr qu'ils se laissent prendre, mais ils le savent et ils y vont pour ça aussi. Séverine Herel, oui, ces plateformes, comme on le disait, n'en finissent plus d'inventer des choses, effectivement, pour capter l'attention un maximum, quoi. Oui, et du coup, ça implique en fait que on fasse, et comme vous le dites très bien, en fait, on a un vrai problème d'éducation aux médias en France. On n'est clairement pas assez bon. Et il y a des gens qui sont formés pour ça. Il y a des profs doc qui sont formés, il y a des médiateurs du numérique. C'est juste qu'il n'y a pas suffisamment de moyens dans les écoles qui sont mis en fait en place pour préparer les enfants à leur vie numérique. Aujourd'hui, en fait, on n'a que quelques heures qui sont mises en place dans les collèges, alors qu'il y a énormément de boulot à faire, à la fois du point de vue en fait de la formation que l'on peut donner dans notre rapport aux réseaux sociaux, à la fois du point de vue de la formation des individus à réagir au cyberharcèlement. Enfin, il y a pléthore de choses à faire. Il y a des possibilités et il y a des forces. Anne Cordial le dit très bien. Il y a les forces en fait pour le faire. Aujourd'hui, c'est une question de moyens et de politique. Est-ce qu'on veut investir en gros sur la qualité de la vie en fait de nos jeunes? En fait, on n'y est pas encore. Clairement, il y a de vrais enjeux politiques autour de ça. Et moi, à titre personnel, j'attends beaucoup des retours d'Emmanuel Macron par rapport en fait à des décisions sur l'éducation numérique des jeunes. Alors, il y a la responsabilité de l'école, les moyens qu'on leur donne, et celle des parents. À ce stade, je vois deux choses. Nous sommes les plus mauvais exemples qui soient pour nos propres enfants, d'une part. Et vous le disiez tout à l'heure, Karine Deleuze, nous sommes, même les jeunes parents, si j'ose dire, déjà un peu dépassés. Il y a dépassé parce que nos enfants savent faire sur leurs propres écrans ou sur les écrans qu'on leur confie. Et ça, ce sont deux choses très importantes, j'imagine. Et aussi sur les contrôles parentaux, puisque maintenant, les enfants et les ados savent parfaitement contourner les contrôles parentaux. Voilà, donc ils n'ont plus la main, ça c'est certain. Mais quand un enfant voit son propre parent passer un temps infini sur son propre téléphone... Mais justement, je pense que vraiment, ce qu'on sait aussi, c'est que les enfants se développent et grandissent par le mimétisme. Qu'est-ce qu'ils voient de leurs parents? Ils voient des parents connectés et puis très connectés. Alors, par besoin, parce qu'il y a aussi le travail, et le télétravail prend de plus en plus de place, mais pour eux-mêmes, et l'importance aussi, ils attrapent aussi l'importance de l'objet pour le parent. Donc eux, évidemment, dans le mimétisme, c'est pareil, et ils font pareil. Je pense que, très franchement, les plus addicts, excuse-moi pour reprendre le mot addict, mais bon, au moins ça parle à tout le monde. Pour les plus addicts, les parents, les adultes, les acteurs de la société sont addicts. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas addicts, ils sont conditionnés. Je pense qu'ils sont numérisés. Ils ont grandi avec. Quand vous leur demandez de rendre leur portable, ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient le rendre. C'est comme si c'était une partie d'eux-mêmes. C'est un peu comme si vous leur disiez, bon, allez, rends-moi ta jambe maintenant. D'ailleurs, si eux demandaient à leurs propres parents, ok, mais tu me donnes à moi ton portable, pas sûr que les parents accepteraient. J'ai quelques chiffres à propos des parents, donc des grands. Nous, donc, 6 utilisateurs sur 10 décrivent un rapport de dépendance à leur smartphone. 61% des Français disent ressentir le besoin de se connecter de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux. 60% avouent vérifier automatiquement, et je me mets dans cette catégorie, leur téléphone plusieurs fois par jour, même en l'absence de notifications. Séverine Herel, nous sommes vraiment de très mauvais exemples. Alors, on est de pas bons exemples, très clairement. Après, il faudrait qu'on soit vigilant sur certains âges en fait, de nos enfants. Par exemple, avant 3 ans, il faut faire attention à ce qu'on appelle la technoférence. La technoférence, c'est des parents, par exemple, qui vont mettre dans la même pièce un enfant et une télévision allumée, ou qui vont être dans la même pièce que leur enfant, mais le nez sur leur smartphone. Le fait, en fait, d'avoir ce type d'activité-là, on n'est pas disponible pour répondre aux sollicitations des enfants. Donc, on n'interagit pas avec eux. Et en plus,
ça crée aussi chez nous une forme de frustration parce que l'enfant s'énerve, donc ça nous énerve, et donc l'image qu'on lui renvoie par rapport à ces sollicitations, c'est qu'on est énervé. Donc ça crée en fait des problèmes d'autorégulation des émotions chez les enfants. Plus tard, clairement, il faut qu'on soit plus vigilant. Après, un bémol, c'est qu'aujourd'hui, une majorité, ou enfin, grande partie de nos activités sociales passe à travers les réseaux. Et ça, il va falloir aussi qu'on s'habitue à cet aspect-là, parce qu'on ne peut plus reculer. Aujourd'hui, on rencontre l'amour sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ou sur les applis de rencontre. Aujourd'hui, on discute avec le travail en ligne, comme disait tout à l'heure ma collègue, on télétravaille. Donc aujourd'hui, le monde du numérique est là. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à retrouver correctement des démarcations entre les moments où on doit être connecté et les moments où on ne doit pas être connecté. Et ça, clairement, c'est aux parents aussi de donner le ton et de s'éduquer par rapport à ça. À table, quand on discute, et les études du BEH publiées dans le BEH, donc Santé publique France le montrent, à table, quand on est en présence d'enfants, il vaut mieux poser son téléphone et essayer d'avoir des interactions avec eux. Quand on conserve en fait ce type d'activité, d'une certaine manière, on ne favorise pas leur développement cognitif et on ne favorise pas le développement des compétences langagières. Séverine Herrel, vous restez avec nous. Je vous coupe une seconde parce qu'on fait une petite pause de 2 minutes et on se retrouve juste après pour poursuivre cette discussion. Restez avec nous. Vous restez avec nous aussi, bien sûr, Karine Deleuze. À tout de suite. 10h30 ici à Paris, vous êtes dans Parlons-en. Aujourd'hui, une discussion consacrée aux écrans avec cette question: sommes-nous tous accros à nos écrans, grands comme petits? Est-ce qu'il est déjà trop tard pour nous les grands, mais peut-être pas si tard pour les petits? Sommes-nous d'ailleurs vraiment accros? C'est la question autour de laquelle on discute avec Karine Deleuze. Rebonjour. Bonjour. Merci encore d'être là. Psychologue, psychothérapeute, cyberaddictologue, autrice de Sous-écran total aux éditions du Net, et puis devant son écran d'ailleurs depuis Rennes, Séverine Herel, merci encore d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences en psychologie cognitive et ergonomie à l'université de Rennes. L'une des questions qui revient souvent quand on parle de nos rapports aux écrans, c'est comment faisait-on avant quand il n'y avait pas d'écran? Eh bien, c'est l'expérience à laquelle participent depuis un moment déjà des dizaines de classes et d'instituteurs ici en France. Ça s'appelle le défi sans écran. Ça dure 10 jours et il y a un défi qui commence à partir de demain. C'est un reportage à Pontarlier dans le Doubs et on en reparle juste après. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont allés jouer dehors hier? Peut-on vivre sans écran? Question pas si idiote. En avril, ces écoliers de Pontarlier sont sortis d'un sevrage total de 10 jours sans être traumatisés. À chaque fois que je rentrais chez moi, je regardais les écrans. Et maintenant? Maintenant, quand je rentre chez moi, je fais mes devoirs, puis après je joue. Maintenant, je l'ai plus, je vais plus dehors et puis je suis plus ouvert comparé à quand j'avais les écrans. Pas de tableau numérique à l'école, nulle tablette à la maison. L'expérience s'est voulue radicale. Je prêtais un jeu de société par soir dans les familles. Donc les enfants étaient contents de retrouver un jeu qu'ils ne connaissaient pas et de jouer avec leurs parents. Et ça a été très bénéfique. À la maison, justement, les parents ont noté quelques changements. On s'en est rendu compte par rapport à la petite qui, quand elle est devant la télé, est tellement focus qu'elle oublie d'aller aux toilettes. Et là, on n'a plus ces problèmes-là. À Bordeaux, même les plus petits ont dû éteindre les écrans. C'est un petit peu difficile. Pourquoi? Moi, je n'arrive pas trop à tenir. Troubles du langage, de la motricité chez les petits, problèmes de concentration à tous les âges. Les méfaits des écrans sont aujourd'hui parfaitement documentés et le sevrage plus difficile quand les habitudes sont installées. Karine Deleuze, il est urgent de se sevrer? De se sevrer. Oui, alors là, c'est une expérience. Hein, c'est intéressant, c'est une prise de conscience. Et finalement, ça va toucher les personnes qui s'interrogent déjà et qui ont envie de faire quelque chose. Après, est-ce que les plus addicts, c'est une expérience, c'est un peu comme le Dry January. Oui. Séverine Herel, le président français, on le disait tout à l'heure, a donc commandé un rapport sur les enfants et les écrans. Dans les grandes lignes, il a fait ce rapport des recommandations. Pas d'écran du tout avant 3 ans, pas de portable avant 11 ans, un accès limité pour les ados, pas de réseaux sociaux avant 15 ans, puis après 15 ans uniquement sur des réseaux dits éthiques. Ce sont des recommandations, on n'est pas à l'heure de la coercition. Qu'est-ce que ces recommandations vous ont inspiré ? Alors, pour moi, pas d'écran avant 3 ans, ok, il n'y a pas de souci, c'est les recommandations de l'OMS, donc voilà, c'est très bien.
écran accompagné avant 6 ans, c'est plutôt une bonne idée. Et limiter les écrans avant 6 ans, c'est plutôt une bonne idée. C'est-à-dire ne pas laisser son Par enfant, portable- pardon, je vous interromps, ne pas laisser son enfant seul devant un écran Seul. avant 6 ans, c'est ça? Oui, et c'est très bien parce que l'expérience que vous avez montrée rappelle en fait aux parents qu'ils ont leur place dans la famille et que effectivement l'écran, c'est pas le truc devant lequel on met l'enfant pour pouvoir faire autre chose. Donc ça a poussé probablement à réinvestir des temps ensemble de jeu ou autre chose. Pas de portable avant 11 ans, ok, moi j'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Pas d'internet avant 3 ans, c'est nettement moins adapté par rapport à la réalité des usages. Aujourd'hui, en fait, on entre au collège, les enfants entrent au collège entre 11 et 12 ans, et ils utilisent Pronote. Et beaucoup utilisent Pronote, quand il n'y a pas d'ordinateur familial, sur leur téléphone portable. Donc déjà, d'une part, il y a un problème d'incohérence entre ce qui est proposé et les usages actuels du numérique dans les collèges. Il y a un autre souci qui se pose et que je trouve qui n'est pas assez mis en avant dans le rapport. Je pense qu'ils ont un peu oublié cette population-là. C'est qu'aujourd'hui, la famille, elle n'est plus tout à fait mononucléaire. Aujourd'hui, il y a un divorce sur 2 dans les grandes villes, un divorce sur 3 en fait en province. On a en fait des enfants qui communiquent avec le parent absent via le téléphone portable. Et donc, parfois, on a des groupes WhatsApp donc qui sont soit avec le parent, soit des groupes WhatsApp famille, entre guillemets, où les enfants interagissent avec les 2 parents. Et ça, je trouve que c'est dommage, en fait, de ne pas prendre en compte cet aspect aujourd'hui que la famille, c'est pas simplement mononucléaire, peut avoir des équipes parentales et des enfants, en fait, qui interagissent avec eux via, en fait, des groupes WhatsApp. Donc, si on supprime les portables à 13 ans, ça veut dire qu'on a des enfants qui pourront effectivement envoyer des textos à leurs parents, mais qui n'auront plus, en fait, le bénéfice de ces. D'autre part, dans les PJJ, aujourd'hui, on a en fait des fratries qui sont éclatées et qui ont besoin en fait de communiquer entre elles. Donc, c'est des enfants qui sont placés, pas nécessairement dans les mêmes familles, mais qui continuent à échanger. Adapter le numérique aux familles d'aujourd'hui. On comprend votre point. Autre sujet qui préoccupe les experts, j'imagine, Karine Deleuze, que vous êtes en contact avec des enfants qui le subissent aujourd'hui. On l'évoquait tout à l'heure, le niveau d'exposition de ces enfants et de ces ados à des contenus inappropriés est assez alarmant. 7 jeunes sur 10 entre 11 et 18 ans disent avoir déjà été exposés à des contenus choquants sur Internet ou sur les réseaux sociaux, parce qu'il est là aussi le problème. Oui. Il y a le temps passé avec les conséquences sur la sédentarité, éventuellement des problèmes ophtalmiques, etc. à cause de la lumière, mais il y a aussi ce qu'on y voit sur ces réseaux sociaux. Et là, s'il n'y a pas de parents effectivement pour surveiller, si l'écran est donné et l'enfant peut recourir comme il le souhaite au contenu, sur quoi tombe-t-il parfois ? Il tombe sur des contenus, on va dire, en termes sexuels qui sont très forts et très violents et qui donnent... Vous avez des enfants qui vous racontent ça? Oui, beaucoup, mais même en dessous de 11 ans, avec des notifications qui apparaissent sur des écrans. Oui, mais dans les cours d'école, surtout entre 13 et 14 ans, c'est un grand sujet dans les cours d'école, et c'est un petit peu à celui qui aura vu le contenu le plus hard, il y a une espèce de surenchère, et celui qui ne l'a pas vu est un peu en marge, et puis on sait comment sont les adolescents avec des principes d'exclusion. Toi, t'as pas vu ça, toi, tu sais pas. Donc ça force aussi l'ado à se dire, mais tiens, il faut que j'aille voir ce contenu. Donc il y a quelque chose de très violent, parce que même dans ce qu'il raconte, ils connaissent des termes, ils connaissent des choses que même des adultes ne connaissent pas. Qu'est-ce que vous leur dites à ces enfants pour s'en prémunir de ces situations-là, vous ? Quels conseils vous leur donnez ? À part leur dire que c'est pas de leur âge, que c'est d'une violence incroyable et que c'est pas la vie, parce qu'ils ont un côté désabusé, c'est-à-dire que à ces âges-là, on a l'impression qu'ils ont déjà tout vu et qu'ils connaissent tellement de choses sur la sexualité, et ils ont une vision de la sexualité qui est complètement erronée et illimitée. C'est surtout, en fait, le problème, pour moi, vraiment, le problème des écrans, c'est tout ce qui est illimité, et tout le côté illimité amène à sans conséquence. Il y a ces contenus pornographiques, Séverine Erel. On peut parler aussi des contenus violents, des contenus haineux. À ce moment-là de l'adolescence, notamment, on le disait tout à l'heure, on est particulièrement vulnérable. Et là, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de garde-fou.
Alors, pour la question des contenus violents, normalement, en fait, il y a des modérations qui sont censées intervenir sur des plateformes. En l'occurrence, il y a des plateformes qui devraient mieux modérer. Je pense par exemple à X, mais il y a d'autres plateformes où on ne devrait pas en fait trouver certains contenus. Pour la question en fait du porno, pour moi, c'est une question qui est complexe. L'Arcom a fait un sondage en 2023 et en fait, il apparaît effectivement que plus de 50% des enfants de 12 ans vont au moins une fois par mois sur un site pornographique. Donc très clairement, je pense qu'ils n'ont pas la maturité suffisante pour appréhender ce type de contenu et pouvoir en fait en prendre du recul. Donc la question en fait de verrouiller l'accès des sites porno avant 18 ans est une très bonne solution. Il faudrait que ce soit mis correctement en application. Aujourd'hui, ils sont toujours en discussion sur comment verrouiller les choses, etc. Néanmoins, il faut avoir conscience qu'on ne peut pas tout contrôler à partir du moment où l'enfant va sur Internet. Mais comme de la même manière, on ne peut pas tout contrôler quand l'enfant est à l'extérieur ou quand il va en fait ailleurs dans le monde réel. Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement ces verrous à mettre en place, il y a du contrôle parental à mettre en place pour éviter de voir ce type de contenu. Et il y a aussi une forme d'éducation à mettre en place pour apprendre à ceux qui tombent dessus, parce que ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, on parle de plus de 50% des enfants de 12 ans qui vont une fois par mois sur un contenu pornographique et les premières expositions arrivent autour de 10 ans. Donc, il faut en fait leur expliquer ce type de contenu. Je pense qu'il faut à un moment donné poser les choses avec des gens qui sont spécialistes de la question de la sexualité en leur disant ceci n'est pas la réalité et à les amener à avoir une approche critique aussi par rapport à ces contenus sur lesquels ils peuvent tomber de manière accidentelle. Mais surtout, est-ce que le problème là, c'est l'écran, l'accès qu'il permet ou la société en général, l'endroit où vivent les enfants aujourd'hui? Non, mais c'est une question que je me pose. Est-ce que des mêmes ados dans une autre société n'auraient pas été d'une certaine façon aussi exposés à des contenus auxquels ils n'auraient pas dû avoir accès? Je m'interroge. En fait, aujourd'hui, notre société est très... Enfin, pour moi, il y a du contenu pornographique partout. Il faut être réaliste. Il y a du contenu pornographique dans Roblox. Il y a plein de parents qui ne le savent pas. C'est quand même incroyable. Et donc, aujourd'hui, selon les instances dans les jeux, selon les jeux que l'on peut choisir, on peut choisir des jeux où on peut avoir, en fait, simulé des rapports sexuels avec d'autres personnes. Et en fait, il y a un vrai problème, déjà, de compréhension de ce qu'est l'outil. Et des limites en fait qu'il faut poser par rapport à l'usage en fait de ce type d'outils. Ensuite, on est dans une société aujourd'hui où on utilise via ces contenus pornographiques, on véhicule des stéréotypes de genre qui sont problématiques. Et ça aussi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir aller et investir. Et dans le rapport de la commission écran, c'est très bien mis, investir en fait sur la question du genre et des stéréotypes de genre. Aujourd'hui, on voit des contenus pornographiques hyper violents où on voit en fait des femmes qui vont être dominées par des hommes et en fait d'une certaine manière on met des enfants et des adolescents, ils tombent dessus, on va pas dire qu'on est mis dessus mais ils tombent dessus et en fait ça normalise ce type de comportement. Non. Sachant que ces enfants peuvent aussi se retrouver confrontés à des pédocriminels via ces sites, via ces écrans. Je pense aussi, on parlait tout à l'heure de la responsabilité des parents qui eux-mêmes, et on n'en a pas encore parlé, mais mettent sur ces réseaux sociaux des photos de leurs propres enfants ou des vidéos et qui vont parfois, on en a parlé récemment sur cette antenne, se retrouver là aussi sur des sites sur lesquels ils n'ont absolument rien à faire. Karine Deleuze, parce qu'on parle de ces ados, vous vouliez revenir sur cette idée dont parlait Séverine Erel tout à l'heure, que ces réseaux, ces écrans sont essentiels à la sociabilisation de ces ados, qu'ils y trouvent là quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ce que j'entends, c'est beaucoup d'ados qui se sentent seuls, qui sont... Alors, ils discutent avec beaucoup d'amis, alors d'amis surtout virtuels plus que réels, mais ils sortent assez peu. D'ailleurs, ils n'ont pas envie de sortir.
Ils préfèrent rester tranquillement chez eux à discuter. Alors discuter, c'est un grand mot aussi parce qu'en fait, ils s'envoient des vocaux. Aujourd'hui, les jeunes ne se téléphonent plus, ne se parlent plus. Donc à la rigueur, ils peuvent faire des visios, mais sinon, ils aiment s'envoyer des vocaux qu'ils écoutent à des vitesses 1,5, 2 parce que c'est trop long, hein, parce qu'il faut gagner du temps. On est quand même, on est dans l'homme accéléré aujourd'hui. Donc voilà, moi j'entends aussi des parents qui s'inquiètent de voir leur ado très peu sortir, qui n'ont plus envie de sortir, qui avaient des activités avant et qui n'ont plus envie d'aller à leur activité parce qu'ils préfèrent rester jouer ou rester à la maison sur les réseaux. Donc oui, la sociabilisation, mais elle a pris aussi un autre visage. Et dans la réalité, est-ce qu'il y a les amis, ils les voient au collège, ils les voient au lycée. Est-ce qu'ils les voient beaucoup en dehors? Non, je ne crois pas. Séverine Erel? Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cette approche. Pour moi, en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont certains problèmes. Ils posent certains problèmes, notamment en termes d'émotions négatives. Mais par contre, il faut aussi reconnaître qu'ils participent à la socialisation des enfants. Donc, ce que vous décrivez, ils se voient au collège et ils discutent en dehors, c'est juste du prolongement en fait, de la socialisation dans le monde réel. Il y a aussi des socialisations numériques qui, pour eux, comptent autant, il faut le dire, hein, que des socialisations réelles. Il y a des enfants qui se rencontrent dans les jeux vidéo, des ados, et qui finissent par aller se rencontrer lors d'événements en fait, de type jeux vidéo. Donc, les socialisations qui se passent à l'intérieur, elles ne sont pas anodines, elles ne sont pas anecdotiques et elles ne sont pas négatives. Et après, ils y font aussi, dans les réseaux sociaux, je voulais terminer là-dessus parce que ça, il faut le dire, c'est aussi des endroits où il y a de l'affirmation de soi, c'est aussi des endroits où il y a de la recherche d'informations, où ils se documentent, où ils essayent de comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc, il n'y a pas en fait que des aspects négatifs aux réseaux sociaux, il y a aussi des éléments positifs. L'important, c'est de vraiment essayer d'éduquer pour qu'on garde le meilleur et qu'on arrive au mieux à protéger les enfants. Voilà, vigilance à la maison comme à l'école, c'est ce que je retiens de notre discussion. Merci infiniment à toutes les deux d'y avoir participé. Karine Deleuze, psychologue, psychothérapeute, vous consultez ici à Paris si vous avez un problème avec vos enfants. N'hésitez pas, autrice de Sous-écran Total Édition du net, je dis avec vos enfants, mais on l'a dit tout à l'heure, on a peut-être nous-mêmes en tant que parents et adultes en tout cas quelques soucis. Séverine Erel, merci beaucoup d'être intervenue sur ce plateau depuis Rennes. Vous êtes maîtresse de conférences en psychologie cognitive et ergonomie à l'université de Rennes 2. Et j'ai un livre qui s'appelle Les enfants et les écrans, qui est une collaboration avec plusieurs collègues chercheurs qui essaient justement de répondre à différents mythes autour de la question du numérique. Et tous les fonds sont reversés à des assos. Et voilà, message est passé. Merci beaucoup, j'avais pas l'info. Voilà pour cette discussion. Merci encore.